Bienvenue sur Média TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance verte, l'émission qui s'intéresse aux questions liées au développement durable et à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exploitation illégale des ressources forestières, un phénomène qui réduit la surface des forêts et laisse place à des terrains nus et ouverts à tout vent. Le Sénégal est parmi les pays africains qui souffrent le plus de cette déforestation à travers la coupe et le trafic illicite du bois qui s'opère le plus souvent dans le sud du pays. Pourquoi cette forme d'exploitation? Quelles en sont les conséquences et quelles sont les meilleures solutions pour préserver les forêts sénégalaises? On va justement en parler avec notre invitée, Madame Seynabou Diouf. Elle est économiste, environnementaliste et enseignante, chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement au Sénégal. Madame Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors pour commencer, nous allons d'abord suivre ensemble ce reportage signé Jean-Paul Nour et Al-Bachir Bodian. Et on revient tout juste après. Médina Yoro Fula est situé à près de 80 km au nord de la région de Kolda, en Casamance, le long de la frontière avec la Gambie. Ce département n'est pas facile d'accès du fait de sentiers non bitumés. Par endroits, la route est coupée en deux. Notre équipe a été obligée de contourner plusieurs fois avant d'arriver à destination. Dans cette zone, la coupe et le trafic illicite du bois de Vannes sont monnaie courante. Mamadou Baldé a été victime des coupeurs de bois. C'était quand il était garde forestier bénévole. Je supportais sur ma moto un confrère garde forestier. Ils nous ont fait tomber et attaquer sauvagement avec des machettes. Cet homme de 39 ans est aujourd'hui devenu infirme. Avec à sa charge 2 femmes et 5 enfants, il n'est plus en mesure de travailler. Je remercie Dieu et mon oncle qui m'aident à tous les niveaux. J'exhorte les surveillants forestiers à redoubler d'efforts. La protection de l'environnement vaut le coup. Quoi qu'il arrive, c'est essentiel car la nature est indispensable. Son oncle, cultivateur, ne peut cacher son émotion au moment d'aborder la souffrance de son neveu. Comment est-ce que vous appuyez aujourd'hui votre neveu là qui a été... C'est difficile. Depuis qu'il a eu des blessures, il est là, marié de 2 femmes, des enfants. Combien d'enfants? Maximum là, 4, 5 qui sont ici. Bon, dans tout cela, mais c'est Dieu qui fait chose. Ici, d'accord, la nourriture est difficile, mais si Dieu te le donne en charge, tu ne peux pas éviter. Il dirige le projet commun dont l'objectif est de veiller à la forêt partagée par les 11 communes de Médina Yoro Fula. Parce qu'ils ne veulent pas que la brousse soit abîmée. Mais tout est parti. Rien ne reste. Rien ne reste. D'ailleurs, même nuit et jour, il y a tout un tas de des machines, de gauche à droite. On ne comprend pas. On ne sait même pas comment ça se fait. Nuit et jour. On a beau parler, on a tout fait, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution.
Bienvenue à Pata, au cœur du poumon vert du Sénégal, dans la capitale du Fouladou. Ici, près de 2 millions d'arbres sont coupés chaque année selon les dernières estimations officielles. Le bois de veine est très prisé en Chine, des Chinois basés en Gambie voisine, avec comme intermédiaires des autochtones dans ce commerce frauduleux. Médina Yoro Fula, jadis toute verte, devient clairsemée au fil des années. Lui, c'est le premier étudiant de son village, Saré Mansa. En Master 2 d'Histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est en train de finaliser son mémoire sur les politiques de protection de la nature en Haute-Casamance. Dans notre localité, ou bien dans notre zone, à Médina Yoro Fula, les gens parlent de timba. Qui dit timba, c'est le bois qui est coupé illicitement, destiné à la commercialisation. En quelque sorte, c'est ça le timba. Je pense que, si je ne me trompe, l'idée m'est venue en 2016, lorsque je faisais la licence, parce que le phénomène était d'actualité dans la région de Kolda, notamment dans le département de Médina Yoro Fula. C'est ainsi que j'ai eu vraiment l'audace et le courage de défendre la forêt, c'est-à-dire de participer à la protection de la forêt, étant donné que nous tous, nous savons que la forêt joue un rôle fondamental pour l'être humain, pour la nature. Donc c'est important, je crois, qu'il y ait des personnes engagées, des personnes qui, en tout cas avec la volonté, qu'ils puissent aider peut-être les services étatiques de l'État à sauvegarder la nature. Le président de l'Union départementale des élèves et étudiants ressortissants de Médina Yoro Fula est aussi le chargé des relations extérieures de l'association Conscience environnementale au niveau national. Dans notre association, on se confronte par pas mal de problèmes. Vous savez, actuellement, nous venons juste de naître. Nous n'avons pas assez de moyens. Nous voulons survoler un peu partout pour vraiment sensibiliser nos parents, pour vraiment qu'ils puissent prendre en compte dans leur comportement l'environnement. Mais vous savez, quand vous n'avez pas les moyens, on essaye de calmoter gauche à droite pour essayer de mener des activités. Parce que tout récemment, nous avons organisé une activité phare à l'Université Cheikh Anta Diop le 8 décembre, c'est-à-dire la journée du climat. Les conséquences du phénomène sont encore méconnues, comme le soutient ce professeur d'histoire et de géographie au collège d'enseignement moyen de Médina Yoro Fula. Les gens là ne coupent pas les arbres pour le plaisir, mais c'est à but d'avoir quelque chose de retombées financières. Et cela nuit à l'environnement parce que l'arbre ou bien la forêt est quelque chose de très très important dans le cycle de la vie. Parce que comme on le sait, le cycle de l'eau par exemple, il y a un rôle important que la forêt ou bien que l'arbre joue. Dès que maintenant cet arbre-là est coupé, du coup, il y a un élément de ce cycle-là qui est perturbé. Cet enseignant à l'école Sam Yoro Gueye dans la commune de Niaming, à 6 km de Médina Yoro Fula, en est à sa 8e année dans la zone. Il se bat pour éveiller les consciences, surtout auprès des enfants. D'ailleurs, là où j'étais, je peux beaucoup en parler parce qu'à tout moment, il y a des charrettes qui passaient devant ma porte, apporter des arbres qu'ils amenaient vers la Gambie. C'est un phénomène vraiment qu'on déplore au niveau des cœurs, mais aussi c'est risqué puisque nous ne sommes pas des spécialistes. On ne peut pas en tout cas dénoncer parce que dans un village où vous êtes étranger, ce n'est pas évident d'en parler. Nous, en tant qu'enseignants, on peut juste sensibiliser les élèves à travers nos cours, surtout le cours de, je pense, c'est vivre dans son milieu ou vivre ensemble. Hein? Voilà, vivre dans son milieu, il y a un cours qui porte sur la déforestation. Vraiment, c'est une occasion pour nous d'en parler. Un de ses collègues qui habite Louga au nord-ouest du Sénégal, y va aussi de son témoignage. Les chefs de village vont souvent avec leurs motos dans la forêt pour voir s'il y a des gens qui coupent les arbres. Le petit frère de l'un d'entre eux avait eu une altercation avec un trafiquant. Par la suite, ce dernier a été capturé et enfermé dans une chambre. Certains voulaient même le tuer, mais la police de Toubamboyenne est venue le cueillir finalement.
Voici le chef de village de Sam Yorogay, une des localités les plus affectées par le phénomène. Son petit frère a été tué en 2018 par des trafiquants de bois. Entre 2014 et 2017, nous étions très fatigués. C'est en 2018 que nous avons connu une accalmie. Sam Yorogay fait partie des localités les plus exposées aux trafiquants parce que nous sommes à 5 km de Diakhanka en Gambie. C'est par là que transite le bois. Notre localité est donc un passage obligé. Quand les trafiquants traversent notre village avec leurs charrettes, parfois ils passent sur nos moutons et les tuent. Parfois aussi, ils blessent même nos enfants. Durant l'hivernage, ils passent dans nos champs de mil ou de maïs. Ils sont toujours lourdement armés et quand tu les surprends, ils cherchent même à te tuer. Mon petit frère en a fait les frais. Un jour, quand il a surpris des trafiquants dans la forêt, ces derniers ont semblé s'avouer vaincus pour l'endormir. Quand mon frère a commencé à discuter avec eux, ils l'ont violenté. Après s'être enfuis, leur chef s'est rappelé qu'en recevant leur dernier butin, ils avaient promis de tuer un nommé Mustapha dans 3 villages qu'ils avaient ciblés. C'est ainsi qu'ils sont revenus sur leur pas pour l'achever. Depuis 2014, les maires des communes de Niaming et de Médina Yoro Fula travaillent en synergie pour combattre l'agression dont est victime leur forêt. Cette sensibilisation, malheureusement, elle n'a pas beaucoup abouti parce que les gens sont peu têtus. Maintenant, finalement, on les a mis en rapport avec les eaux et forêts parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Et puis maintenant, avec cette coupe du bois, il y a des tueries, il y a des gens qui se cassent des pieds. Depuis qu'il y a eu effectivement des difficultés au niveau des coupes de bois, nous, en tant qu'autorité, la première action, c'était de mener des activités de sensibilisation. Mettre en place des jeunes volontaires pour le développement communautaire. Le président de SOS Environnement dans la région de Kolda depuis 5 ans dénonce ce qu'il appelle une mafia du bois. Nous organisons des forats intervillageois pour mieux sensibiliser et conscientiser les populations face à la dégradation de la biodiversité dans cette zone-là. Parce qu'on se rend compte que nos forêts régressent d'année en année. Parce que aujourd'hui, si vous voulez quantifier les superficies perdues, je vous dirais qu'aujourd'hui, dans la région de Kolda, on n'utilise plus le terme forêt, mais nous avons plutôt des îlots de forêt dans la région. Parce que les forêts ont pratiquement disparu. Parce que ce que vous voyez le long de la route, les arbres qui bordent la route là, c'est ce que nous appelons les rideaux verts. Mais derrière ces rideaux verts-là, il n'y a que des clairières. Il n'y a absolument rien derrière ces rideaux verts-là. Donc ça veut dire que c'est toute la forêt, toutes les forêts qui ont été massacrées dans cette zone sud du pays. Et vous savez très bien que la région de Kolda était le poumon vert du Sénégal. Mais malheureusement, ce poumon-là est devenu maintenant le désert actif même du Sénégal. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a une espèce qui a été vraiment saccagée. Et vous avez même, si vous faites le tour de Médina Yoro Fula, vous aurez même du mal à voir une trace de cette espèce dans nos forêts. C'est le bois de veine. Le bois de veine. Parce que tout le monde sait que ça fait l'objet d'une convoitise de certains délinquants forestiers installés dans un pays limitrophe. Les acteurs engagés dans la lutte contre la déforestation à Kolda plaident pour une augmentation du budget du ministère de l'Environnement. Dans le même temps, ils réclament que la direction des eaux et forêts soit renforcée en moyens matériels, humains et financiers. Objectif, juguler le trafic de bois et accompagner les programmes de reforestation pour que la Casamance retrouve son lustre d'antan sur le plan environnemental. Voilà donc ce reportage de Jean-Paul Nour et Al-Bachir Bodian.
Alors, Madame Seynabou Diouf, comme nous l'avons vu dans ce reportage, la zone de Médina Yoro Fula, dans la région de Kolda, est très affectée par le phénomène de coupe illicite de bois. Alors, qu'est-ce qui peut causer cette situation? Est-ce dû à la situation géographique ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons à cela? Tout à fait. En fait, la situation géographique n'est qu'un facteur favorisant, mais le plus gros enjeu qu'il y a derrière, c'est un enjeu économique. Vous savez que la demande sur le marché international du bois, elle est assez élevée et l'offre n'est pas substantielle. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a cette surpression au niveau des forêts résiduelles. Et le fait que la zone soit à cheval entre beaucoup de pays, soit une zone frontalière, il y a la Gambie, la Guinée, de l'autre côté, ça facilite vraiment ce trafic illicite. D'accord. Et quelles sont les conséquences d'un tel phénomène, que ce soit sur le plan environnemental ou économique? Oui, d'abord sur le plan environnemental, les conséquences sont énormes. Parce que cette déforestation, déjà, elle va entraîner la désertification. Mais sur un autre plan, si nous regardons le potentiel de séquestration de carbone de ces forêts-là, au moment où on parle de la COP21, des accords qu'on a conclus à Paris sur les engagements que les pays ont pris pour réduire un peu le réchauffement climatique, ces forêts contribuent énormément à la séquestration du carbone. Et donc, vous voyez, si on perd ces massifs-là, c'est assez inquiétant. C'est un potentiel énorme qu'on perd. Sans compter maintenant l'érosion, parce que ce sont des écrans. Ça protège les terres de culture qu'il y a à côté, aussi bien de l'érosion éolienne que de l'érosion hydrique. Et donc, ça aussi sert de fertilisant parce que quand les matières organiques sont drainées au niveau de ces terres de culture-là, ça fertilise les cultures. Donc, sur le plan environnemental, il y a beaucoup de services que ces forêts-là rendent qu'on risque de perdre. En plus, maintenant, du niveau un peu économique au niveau des populations locales. Parce que vous savez qu'en milieu rural, souvent ces populations diminuent, dépendent fortement des ressources naturelles. Donc, s'il n'y a plus ces ressources-là, ça va affecter leurs moyens de subsistance. Parce que les produits forestiers non ligneux qu'ils tirent déjà de la forêt pour l'autoconsommation et pour la commercialisation, qui leur procurent des revenus assez substantiels, ils ne pourront plus avoir tous ces produits-là. Et sans compter, comme je l'ai dit tantôt, les pertes en matière de récolte, de productivité au niveau de leurs terres agricoles. Tout ça, ce sont des conséquences. Donc ça va contribuer davantage à appauvrir les populations au niveau local. Par rapport au trafic illicite, ils sont souvent des victimes impuissantes. C'est des intermédiaires qui vivent dans des situations assez difficiles et donc facilement corruptibles et facilement influençables. C'est vrai, effectivement, oui. D'accord. Alors, bon, justement, en parlant de ces populations dont les champs ou concessions sont à proximité, eh bien, sont souvent victimes des trafics de bois. Il est arrivé même que certaines en arrivent à perdre leur vie. Donc, quelle solution face à cette menace sur la vie de ces populations? Je pense que la solution, elle est assez globale. Parce qu'en fait, il y a la situation d'insécurité qu'il y a au niveau de la zone due à la rébellion qui fait que les trafiquants profitent de la situation pour piller nos ressources forestières. Donc la solution, elle sera globale. Elle ne sera pas, je veux dire, partielle. Mais si on veut régler cette solution-là, il faut l'aborder de façon holistique, c'est-à-dire essayer de régler le problème d'insécurité déjà qu'il y a au niveau de la zone avec cette crise casamançaise qui a assez duré et qui a des conséquences énormes au niveau des populations locales. Et l'autre côté aussi, c'est que
il faut promouvoir la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. Je pense qu'à l'heure où on en est, où les moyens de communication existent, il y a des possibilités d'équiper ces populations-là de téléphones portables, je ne sais pas, de moyens en tout cas qui puissent servir d'alerter ces autorités-là, au lieu de vouloir régler le problème eux-mêmes. Et comme nous l'avons vu dans le reportage, ils sont assez démunis face à ces trafiquants qui sont lourdement armés. Donc, je pense qu'il faut vraiment une approche globale pour régler. D'accord, une approche globale. Alors, en juin 2015, le ministre de l'Environnement de l'époque, Abdoulaye Bibi Baldé, avait annoncé le recrutement de 400 nouveaux agents des eaux et forêts pour lutter contre la coupe abusive de bois dans les régions de Kolda et Sédhiou. Pensez-vous que ce renforcement soit effectif ou bien que ce renforcement soit suffisant pour vraiment faire face à ce phénomène? Bon, ce renforcement, il est important, il est même nécessaire, mais à mon avis, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant dans la mesure où vous avez vu l'étendue des surfaces qu'il faut protéger. Et je ne pense pas que ce soit ces agents-là qui vont régler le problème. Comme je le disais tantôt, le problème, il est global. Il faut collaborer avec la population autochtone. Parce que comme on l'a vu dans le reportage, les trafiquants, ils passent par les villages frontaliers. Donc, nécessairement, ils ne peuvent pas passer inaperçus. Et donc, je pense que si on collaborait de façon assez étroite avec ces populations-là, ça pourrait aider au moins à pallier l'insuffisance en ressources humaines de ces agents-là. Maintenant, sur un autre plan, c'est que même si on renforce en ressources humaines, il faut aussi les moyens d'intervention. Il faut renforcer les moyens d'intervention. La mobilité pose problème au niveau de la zone. Vous avez vu comment l'accès est difficile. Déjà, les infrastructures routières ne sont pas à la hauteur. Et donc, les moyens dont disposent ces agents forestiers aussi sont souvent des moyens rudimentaires qui ne leur permettent pas d'agir rapidement, même si l'alerte est lancée de façon assez précoce. Ils peuvent avoir un certain temps de retard avant de pouvoir agir. Ouais, donc il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte, non seulement le renforcement en ressources humaines, mais en ressources matérielles et en ressources financières, et surtout la collaboration étroite et franche avec la population locale. Ces trafiquants de bois, ils sont arrêtés, ils sont condamnés. Et ces sanctions semblent ne pas vraiment les dissuader de leurs activités. Parce que jusque-là, maintenant ou bien aujourd'hui, ça continue toujours, la coupe illicite de bois. Alors qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Malheureusement, bien qu'on ait un arsenal juridique assez développé, il y a toujours des problèmes dans l'opérationnalisation déjà de ces dispositions-là. Mais à mon avis, c'est surtout dû au fait qu'il y a beaucoup de lobbies qui sont derrière. Comme je vous l'ai dit, le problème dépasse nos frontières. C'est un problème à dimension internationale. C'est des lobbies qui sont derrière ce trafic de bois-là et qui sont assez puissants, qui ont la possibilité de corrompre à gauche et à droite pour faire libérer les trafiquants qui sont pris. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt aussi, l'autre enjeu, c'est un enjeu économique. C'est alléchant, c'est un commerce assez fructueux. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas la réponse en face, ils ne seront pas dissuadés aussi facilement, ils ne vont pas laisser tomber. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière, surtout des enjeux financiers. Et c'est ce qui fait qu'il faudrait vraiment renforcer les dispositifs au niveau national pour faire face à ce trafic international. Et de l'autre côté aussi, comme on le disait tantôt, la position géographique de la zone fait que nécessairement il faudra collaborer avec les États voisins si on veut régler le problème.
Et on a remarqué que cette coupe illégale de bois est constatée dans la zone sud, qui est un pays transfrontalier avec la Gambie. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à cet effet, une stratégie transfrontalière, voire sous-régionale, pour mieux faire face au phénomène? Oui, tout à fait, absolument. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Nécessairement, il faudra unir nos moyens. Il faudra qu'on collabore à l'échelle de la sous-région. Parce que ce n'est pas seulement la Gambie, il y a la Guinée aussi à côté. Donc il faut définir des stratégies au niveau vraiment de la sous-région, de sorte qu'on puisse collaborer franchement. Et j'insiste là-dessus, c'est que ce ne soit pas juste des accords de façade comme ça, mais que la collaboration soit franche pour que de part et d'autre des frontières, qu'on puisse assurer vraiment, chacun puisse assurer sa part de responsabilité, voilà, dans la chose. Alors, Madame, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, merci à vous pour votre contribution. Merci, chers téléspectateurs qui nous suivez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Croissance Verte. Portez-vous bien et bonne suite des programmes.